Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Intuitives, le podcast, l'épisode pour les entrepreneurs indépendants qui veulent développer leur activité avec stratégie, structure et intuition. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Sophie Garcia, qui est sophrologue spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et le développement des compétences psychosociales, avec elle on va parler de tout ce qui est autour du surmenage, tout ce qui est épuisement professionnel, comment détecter les premiers signes et tout ça. Je suis très ravie qu'on fasse cette thématique qu'on n'a jamais encore fait sur le podcast. Bienvenue Anne-Sophie. Merci Cécile pour son invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. C'est une première pour moi, cet exercice du podcast. Donc tu vois, même pour les sophrologues, le facteur stress frappe à la porte, mais ça peut être un moteur aussi. Donc on le verra un peu plus tard. Mais merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Oh, alors on est entre nous, hein. Ici c'est la famille. Tout va très bien se passer. En fait, il faut qu'on vous raconte comment on s'est rencontrés avec Anne-Sophie parce que ça mérite aussi d'être partagé. On fait partie ensemble d'un groupe d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs au sein de Bouge ta boîte. Et on s'est rencontrés dans le cercle numéro 2 de Vannes qu'on a créé ensemble. Et, euh, et voilà, comme quoi, je vous le dis souvent, faire du réseau et faire du lien sur vos villes, sur vos territoires, bah ça, voilà, ça crée des affinités et on avait très très envie de vous proposer cet épisode. Je vais te laisser te présenter, Anne-Sophie. Alors, on est toutes les deux de Vannes, hein, pour ceux qui, voilà, on vient de vous dire qu'on était sur la ville de Vannes. Donc toi, tu es sophrologue. Oui, Et j'aimerais c'est bien que ça. tu nous parles un petit peu de ton parcours avant qu'on aille dans le vif du sujet de cet épisode, parce que ton parcours, franchement, il vaut le détour, hein. Alors, ouais, effectivement, aujourd'hui, je suis sophrologue, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je suis issue du monde de l'entreprise. J'y ai passé plus de 15 ans sur différents postes. Donc, en passant de salarié jusqu'à responsable de structure dans différents secteurs d'activité. Et puis, donc voilà, je suis un petit peu le couteau suisse des entreprises. Et puis, arrive un moment où je suis maman de 2 enfants et puis mélangée entre le stress du travail, la charge mentale de maman de famille, etc., ça fait un trop-plein de stress et ça m'a poussée à prendre du recul et donc à vraiment débrancher le pilote automatique. C'est quelque chose que tu m'entendras dire souvent, ce fameux pilote automatique. Et à cette période-là, en fait, je me suis vraiment reconnectée à mon vrai moi, que finalement j'avais perdu au fil du temps. Et là, clairement, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout alignée avec mes valeurs, avec mes attentes professionnelles, que ça avait même un débordement sur le côté perso en fait, parce que c'est toute une globalité. Et donc j'ai un moment de réflexion sur mon parcours. Et puis j'ai toujours eu envie d'entreprendre. J'ai fait un master en développement commercial des PME, mais je ne voulais pas entreprendre n'importe comment. Je voulais vraiment que c'est un sens pour moi. Et cet épisode de stress intense m'a fait découvrir la sophrologie. Et là, ça a été la révélation. Je me suis lancée ça m'a aidé à me lancer dans ce processus de reconversion. Comment donner du sens, devenir acteur de son parcours, de son bien-être. Voilà, c'était mon nouvel objectif, me lancer dans l'entrepreneuriat avec ce sens et cet objectif. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça va faire presque 5 ans maintenant, avec tout ce processus de reconversion. Donc, sachant que j'ai suivi une formation de 2 ans et demi à peu près en sophrologie, formation que j'ai fait au début en parallèle de mon ancienne activité. Et puis après que j'ai arrêté mon ancienne activité pour me lancer à 100% dans cette nouvelle aventure de formation avant l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Si ton parcours, il est vraiment très riche parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment vécu l'entreprise au cœur de l'entreprise dans des grandes structures en plus. Tu disais, enfin, on en parlait en off, tu as eu plusieurs niveaux hiérarchiques, tu as eu plusieurs secteurs d'activité. Tu as vraiment expérimenté, en fait, plusieurs postes, plusieurs métiers aussi dans Oui, tes entreprises. Donc, tu connais aussi les enjeux qu'il y a quand tu accompagnes les personnes
quand elle te parle de management ou de ou de collègues ou voilà ou de réunionnite aussi. Bah ouais, qui peut avoir aussi des effets après sur, l'ajout de surcharge, effectivement. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le stress et tout ce qu'il y a autour, c'est une problématique qui intervient quel que soit le niveau hiérarchique, le niveau d'études. Enfin, on est humain avant tout et c'est encore un peu tabou, hein, faut pas se cacher, mais cette notion de stress dans l'entreprise, donc, c'est pour ça aussi que je suis ravie d'être là aujourd'hui pour, pour en parler. Ouais. On va aller vraiment débroussailler tout ça parce que ici on est pour les entrepreneurs, mais il y a peut-être des personnes aussi qui nous écoutent, qui sont, je le sais, on a des auditrices et des auditeurs qui à côté ont une double activité, qui sont par ailleurs aussi cadre manager. Voilà, je pense à certaines personnes de l'audience et des fidèles. Donc je pense que ça va aussi les intéresser parce que tu l'as très bien dit, débrancher le pilote automatique. Ça s'apprend. Toi, tu as expérimenté des choses. Maintenant, tu t'es formé, tu es professionnel. Et justement, spécialiste dans la prévention des risques psychosociaux. Et moi, il y a une toute première question, franchement, que j'ai envie qu'on aborde ensemble. Et une bonne fois pour toutes, que tu nous expliques la différence entre tous les termes qu'on entend partout. Parce que franchement, il y a de quoi se noyer, hein, sur les réseaux sociaux notamment. On se disait, j'ai fait une petite liste. Alors, qu'est-ce qu'un risque? Attends, je vais déjà le dire pour tout le monde et puis après on va aller voir les termes. Risques psychosociaux, surmenage, épuisement professionnel, charge mentale, burn-out. Waouh, en fait, il y a plein de termes et on a du mal à s'y retrouver. Ouais. Alors, toi, Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? effectivement, tout ça, de toute façon, ça regroupe la sphère du bien-être, même si le bien-être, c'est parfois, ça a une mauvaise connotation, mais finalement, non, le bien-être, c'est être bien dans ses baskets, quoi, tout simplement. Donc, les risques psychosociaux, ce sont vraiment des risques qui sont engendrés dans le cadre du travail et qui peuvent avoir un impact au niveau physique, mental et ou social. Donc, soit les trois, soit un des trois items. Donc, il y a 6 facteurs principaux de risques psychosociaux. C'est vraiment l'exigence du poste de travail, de la fiche métier, en fait. Les exigences émotionnelles aussi, tout ce qui, on reste humain, donc tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne, on doit y faire face et voilà, gérer parfois les émotions qui peuvent déborder. Ça peut être aussi le manque d'autonomie quand on n'a aucune prise de main possible, prise de décision possible. Ça peut engendrer des risques. Les mauvais rapports sociaux, les conflits de valeurs aussi, si on est défenseur de la nature fervent et puis on travaille dans une entreprise très polluante, ça peut être problématique et générer du stress aussi. Et puis le 6e facteur, ça va être l'insécurité de la situation de travail. Et donc tout ça après, ça peut déclencher 3 grands risques. On va avoir donc, si on prend le cadre de l'entreprise, je suis salarié de l'entreprise, des violences externes, donc c'est-à-dire avoir avec les partenaires externes de l'entreprise des soucis d'insultes, de menaces, d'agressions, d'incivilité, tout ça, ça va avoir un impact sur les gens. Il va avoir aussi la notion de stress dès lors qu'on va avoir un déséquilibre entre la contrainte du métier et les ressources qu'on a pour y faire face. Et le 3e grand risque, ça va être les violences internes, tout ce qui va être harcèlement moral, sexuel, les conflits qui prennent de l'ampleur, etc. Et ça, c'est hyper important de prendre ces choses en compte parce qu'à long terme, quand c'est une fois, ok, ça peut peut-être passer, mais sur le long terme, c'est délétère pour les salariés et pour les managers aussi, enfin vraiment pour toute l'entreprise, mais pour les salariés, ça peut avoir des impacts sur leur santé avec un long terme le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des dépressions, des anxiétés profondes, un épuisement professionnel aussi, voire même pousser jusqu'au suicide. Donc c'est hyper important de les prendre et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, ça reste encore, c'est pas intégré dans les stratégies d'entreprise. On va parler des risques psychosociaux un peu plus en pansement, c'est-à-dire quand c'est, j'ai envie de dire, trop tard ou que les choses sont déjà bien avancées. On va dire, bah, tiens, il y a un problème là, bah, il faut peut-être regarder ce qu'il y a à faire. Alors que ça devrait vraiment être inscrit dans la stratégie d'entreprise. Ou alors, c'est quand parfois la médecine du travail va arriver dans une structure et va sonner la sonnette d'alarme en disant là, on a eu plusieurs arrêts de travail, on fait un contrôle parce que là, les risques sont très élevés. Et c'est que à ce moment-là qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis en place. Ça peut être ça aussi. Mais comme tu dis, c'est déjà tard.
alors que la prévention aurait pu être faite en amont. C'est ça hein, que Ah tu oui, dis. ouais, complètement. Alors que depuis tout petit, on nous dit vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Mais c'est complètement ça aussi en entreprise. C'est hyper important voilà, et ça devrait pas être tabou parce que finalement, on peut tous être touchés en étant, on est humain, donc voilà. Mais c'est ça, les risques psychosociaux, c'est vraiment cette dimension-là. Et quand on parle de surmenage, d'épuisement professionnel, on parle aussi de charge mentale. Là, on est sur quelle partie alors? Alors, je vais dissocier encore la charge mentale de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, je vais ranger ça dans la catégorie du burn-out. Donc là, dans le cadre professionnel, c'est vraiment qu'on va faire face à une fatigue intense parce qu'il y a une charge de travail beaucoup trop importante et qu'au bout d'un moment, bah, on est noyé puis on n'arrive plus à faire face. C'est un peu un cercle vicieux aussi qui se met en place. Et le burn-out peut être aussi dans le cadre privé. On parle de burn-out familial ou parental. Et là, c'est très, très mal vécu, même si l'autre aussi est mal vécu, parce qu'il y a un gros sentiment de culpabilité en plus, parce qu'on dit comment je peux en avoir ras-le-bol, être débordée de mes proches alors que je les aime infiniment. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a aussi une surcharge de choses avec, voilà, en face, pas forcément les ressources à l'instant T pour y faire face. Mais c'est ça, le burn-out, c'est quand il y en a trop par rapport à un travail, par rapport à une chose précise. Par rapport à une tâche, que ce soit dans le cercle familial ou personnel ou au travail, c'est ça hein, que tu C'est dis. ça, oui. Ok, Ouais. d'accord. La charge mentale, elle, ça va plutôt être le fait d'avoir le cerveau qui déborde au bout d'un moment parce qu'on va superposer un peu bah, notre to-do list de toute notre sphère de vie. Donc en fait, ça a été conceptualisé en 1984 par une sociologue qui s'appelle Monique Eco et qui a fait des recherches en fait sur le travail domestique. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça touche essentiellement les femmes. Parce que pourquoi? Parce que dans le modèle de vie, c'est la femme majoritairement qui bah, s'occupe du foyer, donc la liste des courses, les menus, gérer l'agenda de toute la famille, les activités. À côté de ça, il y a les obligations professionnelles, qu'on soit cadre ou pas cadre, et ben, on a des choses à faire dans nos journées. À côté de ça, il y a aussi la sphère sociale. Ben, on est femme, mais on n'a pas toujours eu le temps de prendre soin de nous en tant que femme. On est parfois épouse, on peut avoir une vie associative. Et tout ça, voilà, ça ajoute des couches. Et la charge mentale, elle va grandir plus on va superposer voilà, toutes ces exigences dans les domaines qui nous entourent. Est-ce que le burn-out et alors l'épuisement ou le surmenage, ce sont des maladies qui sont reconnues et qui sont diagnostiquées par des médecins? Est-ce qu'il faut que ce soit diagnostiqué? Alors le burn-out, oui, ça doit être diagnostiqué par des médecins. Ça reste encore pas toujours, enfin, c'est parfois difficile à diagnostiquer parce que c'est pas des symptômes toujours francs. On n'a pas toujours les mêmes symptômes en fonction de nos sensibilités aussi. Donc parfois c'est aussi sur du long terme. Mais oui, sur un burn-out, ça va être diagnostiqué par un médecin. Même, ouais, même si c'est pas, enfin, si c'est quelque chose lié au travail, mais ouais, ouais, si, si, ouais. Parce que ce qu'on entend un petit peu partout, les gens qui en témoignent, ce sont des personnes qui vont dire, par exemple, un jour, elles n'ont plus réussi à se lever, ou elles n'ont plus réussi à, ne serait-ce que d'aller au lit, à la salle de bain ou autre, enfin, parce que c'était vraiment trop difficile, et comme si c'était comme un os qui casse, quoi, comme une fracture, tu vois, et que, mais souvent, c'est défini comme ça, et ce que tu nous dis, finalement, c'est il pourrait y avoir d'autres symptômes, et que ça peut être quand même un burn-out, c'est ça. Oui, complètement, parce qu'en fait, le burn-out, ça vient pas du jour au lendemain. Et c'est là toute la difficulté aussi à soit diagnostiquer, soit, enfin, après, je suis pas médecin, donc c'est des termes que je peux pas vraiment utiliser, mais soit aussi pour nous, pour les autres, à dire, toi, ça va pas, quoi, parce que ça, c'est vraiment insidieux, plein de petits symptômes, signaux. En fait, l'humain, il est tridimensionnel. Il y a la dimension physique, donc vraiment le corps. Il y a la dimension émotionnelle, et puis il va avoir la dimension intellectuelle. Et les symptômes, ils peuvent interagir dans ces trois dimensions-là.
Donc ça va vraiment être, il peut avoir plein de choses, mais j'ai envie de dire que le premier repère, c'est vraiment dès lors que ça fait quelque temps qu'on n'est plus nous-mêmes. Si on est quelqu'un de super jovial, qui rigole tout le temps, et puis que là on rigole moins, qu'on commence à être irritable alors que c'est pas du tout notre caractère, et ben là ça doit nous mettre la puce à l'oreille, soit pour nous-mêmes, soit pour notre entourage, de se dire il y a quelque chose qui va pas parce que d'habitude elle n'est pas comme ça, elle ou il n'est pas comme ça. Bon, on a déjà des pistes. Merci pour ça. Déjà pour pouvoir identifier un petit peu ce qui se passe. Donc c'est très intéressant, hein, le fait que tu nous aies expliqué un petit peu quel terme était associé à quel symptôme, comment ça se manifestait. Et ça me permet de rebondir alors sur une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, parce que tu nous as parlé des femmes. Ici, en majorité, chez les intuitives, on est des femmes. Bonjour messieurs qui sont là, mais on est une grande majorité de femmes sur le podcast. Pourquoi les femmes entrepreneurs sont à risque et potentiellement plus à risque que les hommes? Est-ce que d'ailleurs ça c'est prouvé? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors non, j'ai pas d'infos là sous les yeux, mais je pourrais t'en trouver parce que oui. Alors est-ce que après c'est parce que les femmes vont plus facilement révéler leurs sentiments, leurs émotions que les hommes ou pas? Mais clairement oui, c'est vrai que ça touche beaucoup les femmes. Pourquoi les femmes entrepreneurs aussi? Bah parce que quand on est solopreneur, ou même d'ailleurs dans une grande entreprise, et ben c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est sur le front tout le temps. On a plusieurs journées en une parce que quand on se lève, pour celles qui ont des enfants, ben, il va avoir de préparer avant les enfants avant d'aller à l'école. Ensuite, une fois que ça se sera fait, on va avoir notre journée de travail. Quand on va rentrer à la maison, ben on se remet avec notre costume de maman où là on va finir la journée. On couche les enfants et tiens, hop, je vais aller ouvrir ma boîte mail, checker mes petits mails. Est-ce que j'ai tout répondu comme il faut dans la journée? Et en fait, on n'a pas de pause. Quand on va travailler de chez nous, bah, peut-être qu'on va se dire, bah, tiens, entre ma compta et puis telle mission, bah, je vais aller faire tourner une machine à laver. Et mine de rien, les femmes entrepreneurs ont pas toujours, enfin, c'est parfois difficile de mettre un cadre et de faire le distinguo entre le pro et le perso. Quand on va au bureau, on sort de chez nous. Enfin, il n'y a pas toujours cette dimension. Les femmes entrepreneurs ont du mal à mettre des limites euh, dans le temps, dans la journée. C'est que l'entreprise, elle est là 24 heures sur 24, comme les charges de la famille. Donc ça crée vraiment de la surcharge. On va peut-être me lancer des tomates, mais j'y vais. Le- un homme qui travaille de chez lui va peut-être pas penser ou va peut-être pas mettre une machine au milieu de la journée entre deux sessions clients ou deux emails. Alors, ça va dépendre des messieurs. Voilà. mais, mais après, il faut aussi, enfin, il y a un souci de communication. On fonctionne pas pareil non plus, hommes et femmes, et ça, il faut se le dire. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a aussi parfois nos torts. C'est que nous, on parle avec les petites lignes des contrats là qu'il faut voir. C'est qu'on ne va pas dire de façon explicite, bah tiens, aujourd'hui tu pourrais faire tourner une machine, ça m'aiderait. On va dire plutôt, ah, je suis un peu débordée, hein. Mais les hommes ne lisent pas toujours entre les petites lignes. Donc c'est vrai que parfois on se met pas au même niveau aussi, on ne demande pas d'aide. Et finalement, c'est souvent aussi un manque de communication ou de même hauteur de communication. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, dans beaucoup, alors pas dans tous les foyers, et je pense que les hommes aussi prennent plus leur part aujourd'hui que c'était à l'époque de nos parents et encore plus de nos grands-parents. Mais la charge mentale aujourd'hui, elle reste quand même majoritairement ouais, sur les femmes qui ont, quoi qu'il arrive, en tête cette logistique parce que si on va aller faire du loisir et qu'on a des enfants, et ben il va falloir qu'on s'assure que nos enfants soient gardés pour qu'on puisse aller les faire. Que souvent les hommes ont moins ce questionnement d'organisation. Ouais, c'est vrai. Ok, toi tu le constates parmi tes patients, en tout cas. Ouais. Parmi les personnes que je suis, ouais, je peux constater que. Mais après, en creusant, c'est vrai qu'il y a aussi les femmes qui avouent ne pas demander clairement, de manière explicite, de l'aide non plus. Donc il y a voilà.
Il y a... Oui, ou ne pas se mettre de limites non plus. J'avoue, moi, je ne fais pas hein, les machines dans la journée. Je travaille beaucoup de chez moi, en moyenne 2 à 3 jours par semaine, et je ne fais rien, absolument rien pour la famille quand je suis au travail. C'est-à-dire, tu vois, quand je rentre dans le bureau pour travailler, c'est comme si j'allais à un bureau à l'extérieur. Donc, moi, par contre, la règle, elle est claire avec moi-même. C'est, voilà, c'est ça. C'est déjà avant tout avec moi, tu vois. C'est après, voilà, le reste de la famille suit. Mais si tu vois, s'il y a des tâches à faire pour je dis ça pour le collectif, mais pour le collectif familial, ce sera fait finalement quand tout le monde sera à la maison le soir, parce que je considère que c'est le temps collectif et que voilà. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner. Mais c'est vrai que ça nécessite d'apprendre à dire non. Alors, on parle de la machine à laver, mais il y a aussi d'autres choses, hein. Aller faire les courses entre midi et deux. Voilà, hein, ranger des vêtements qui traînent par terre. Moi, ça, c'est une cliente qui m'en a parlé une fois. Elle m'a dit, ah ouais, tous les matins, je passe un quart d'heure à ranger la chambre de mon fils. Bon, bah oui, mais non, en fait, Ça, c'est aussi accepter que ce soit pas c'est ça. parfait pour à côté. Mais Alors, ouais. chacun et chacune fait comme il peut, hein, bien sûr. Mm. Mais c'est déjà, voilà, se poser des barrières avec nous-mêmes. Mais effectivement, les femmes sont plus à risque, hein. Ça c'est clair. Comme tu dis, hein, du fait de l'organisation familiale, ça repose encore aujourd'hui sur les femmes, hein. Ouais, ouais, C'est un fait, hein. Ouais. beaucoup, ouais. Mm. Alors du coup, chez la femme entrepreneur, qui est seule dans son activité, qui a toutes les casquettes déjà dans son entreprise, qui fait la comptable, la commerciale, qui fait ses prestats, qui fait les réclamations clients, qui fait tout, tout, tout. Alors qu'elle travaille ou pas chez elle, hein, on peut aussi avoir des commerçantes, on peut aussi avoir voilà tout type de profil. Comment on identifie, Anne-Sophie, ces symptômes-là, ces premiers symptômes que la jauge commence à déborder? Alors, si tu veux bien, pour pouvoir répondre à cette question, je vais déjà parler un peu plus du stress, parce qu'en fait, le stress, bon, on dit, oh, cette personne-là, elle est stressée, elle gère pas bien, enfin voilà. Mais en fait, le stress, à la base, c'est une réaction naturelle qu'on a tous en nous, on est tous sujets à un moment donné à un stress, voilà, quel qu'il soit. Donc déjà, c'est naturel et c'est normal d'être stressé, c'est même plutôt sain à la base. En fait, le stress, c'est quoi? C'est à un moment donné, il y a un agent stresseur, il se passe quelque chose qui entraîne des réactions physiologiques dans notre corps pour y faire face. Et ça a des conséquences au bout d'un moment. Donc souvent, ce qui déclenche le stress, on dit le stress, c'est du ciné, c'est parce que l'agent stresseur, c'est soit quelque chose qu'on ne peut pas contrôler ou faiblement, donc ça provoque en nous un stress, soit c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme, c'est imprévisible, le I pour imprévisible, soit ça va être quelque chose de nouveau, on n'a jamais expérimenté, donc est-ce qu'on va bien faire, pas bien faire, etc. Et le E, c'est pour l'ego menacé, quand on va être challengé un peu sur nos compétences. Tout ça, c'est des choses qui vont déclencher le stress. Et en fait, dans le stress, au moment où on va avoir l'agent stresseur, on va avoir une phase d'alarme où là, tous les warnings s'allument à l'intérieur de notre corps pour faire face à une situation de danger. Et ce stress, il doit rester ponctuel, il doit rester juste quand le danger est là pour y faire face, il ne doit pas s'installer dans le temps. Sinon, on va rentrer dans une seconde phase qui est une phase de résistance où là, le corps va envoyer encore plus d'hormones pour résister, le cœur va s'accélérer, enfin, tous les mécanismes de défense vont perdurer. Et la troisième phase, ça va être l'épuisement où là, le corps a tout donné, il est jamais redescendu en pression pour récupérer. Et là, c'est voilà, c'est pas bien, c'est pas bon parce qu'on va se mettre dans du stress chronique et pas dans du stress ponctuel. Et c'est là la différence entre le stress ponctuel qui nous permet de faire face à un danger et le stress chronique où là, on va être épuisé et on va avoir des risques après pour notre santé. Donc des conséquences qui peuvent être de l'ordre, comme on le disait tout à l'heure, des troubles musculo-squelettiques, des maladies cardiovasculaires, des dépressions. Ça peut être quoi? Une diminution de l'immunité aussi parce que notre corps s'est tellement épuisé que bah il peut plus, au bout d'un moment, il peut plus lutter non plus contre les petits virus hivernaux. C'est aussi un risque sur les accidents du travail, des choses comme ça. Donc voilà, mais c'est la différence entre stress ponctuel et stress chronique. Je trouvais important de repositionner ça. Et comme je te disais tout à l'heure, l'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire qu'on a le corps, on a les émotions et puis on a le côté intellectuel. Dans la première phase, la phase d'alarme,
Les symptômes qui peuvent nous faire dire que là, il y a un peu de stress, c'est qu'on va commencer à être un peu fatigué. Ça peut être pour certaines personnes, sur le plan physique, des maux de tête, des petites difficultés le matin, oh, je resterai bien au lit, mais voilà, enfin, sans plus, mais des petits signaux comme ça. Sur le plan émotionnel, ça peut être commencer à pas se sentir, ouais, dans ses assiettes, dans son assiette, commencer à avoir des petites attitudes qui sont pas, ce que je disais tout à l'heure, qui sont pas dans notre quotidien d'habitude, commencer à être un peu plus négatif. Et de l'ordre intellectuel, on va commencer à avoir des problèmes de concentration. On va faire des petites erreurs, des oublis, chercher nos clés, des choses comme ça. Enfin voilà, des petites choses qui nous semblent anodines, mais qui sont quand même des petites alertes à avoir. Ensuite, quand ça perdure et qu'on entre dans une phase de résistance, au niveau physique, ça va être un peu plus accentué. On va monter d'un palier. Donc là, ça va être l'apparition, par exemple, des insomnies. Soit on va avoir du mal à s'endormir, soit on va avoir des réveils nocturnes, une plus grande fatigabilité le matin, même si on a fait une bonne nuit, le matin on se lève, on a l'impression de ne pas dormir. Chez certaines personnes, ça peut être des problèmes de peau, ou alors des problèmes au niveau digestif selon nos sensibilités. Sur le point émotionnel, là on va être dans l'hyperactivité, on va commencer à brasser de l'air, mais finalement on sera plus efficace nulle part, on sera partout et nulle part à la fois. On peut être aussi se replier, commencer à se replier un peu sur soi, être plus anxieux, plus susceptible, enfin voilà, des traits encore qui s'accentuent. Au niveau cognitif, donc intellectuel, dans la phase de résistance, on va commencer à avoir des difficultés à prendre des décisions, à prendre des initiatives, parce qu'en fait, on sera plus ancré dans le moment, on sera plus très stable sur nos racines, donc ce sera difficile de se projeter et de prendre des décisions. Et enfin, dans la troisième phase, la phase d'épuisement, c'est là où c'est warning rouge, 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 plus, plus. Au niveau physique, c'est là qu'on peut voir apparaître tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et problèmes cardiovasculaires. Au niveau émotionnel, ça peut être une perte de goût pour tout, de l'apathie, donc on va être complètement passif, envie de rien, on va se détacher de tout, on n'aura plus d'intérêt, on avait un loisir, maintenant ça nous est complètement égal. Et c'est là qu'on peut tomber dans des dépressions, des burn-out. Et au niveau cognitif, à ce moment-là, souvent notre cerveau il déconnecte totalement et on n'est plus du tout conscient de l'état dans lequel on se trouve. C'est pour ça aussi qu'il est hyper important, et moi c'est mon cheval de bataille, la prévention, c'est on devrait tous savoir ces signaux-là, parce que quand on est au fond du trou, on n'est pas en mesure de dire qu'on est au fond parce qu'on s'en rend pas compte. Donc c'est à l'entourage aussi d'être vigilant voilà, et de dire il faut peut-être faire quelque chose. Et autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en dépression, en burn-out, comme c'est encore tabou, mine de rien encore un peu tabou, et ben notre entourage va facilement nous dire allez, secoue-toi un peu, c'est bon, ou alors t'as tout pour être heureux, enfin voilà, allez, fais un effort, mais on n'irait pas dire à quelqu'un de malade physiquement bah allez, secoue-toi, quoi, alors que qu'ils sont sous traitement lourd. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Mm. J'avais exactement entendu une anecdote similaire avec un psychiatre alors je sais plus, je crois que c'était dans la presse, j'avais lu ça. C'était un article sur la dépression et qui expliquait dans l'article, c'est comme aller demander à quelqu'un qui fait de l'arythmie cardiaque d'aller contrôler lui-même son cœur. Bon, bah, et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dis pas à ton cœur de ralentir? Bah, en Bah fait, c'est pas possible. ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, il expliquait ça. Il disait quand les personnes elles sont dans des états dépressifs, voilà, où la maladie est avérée, où il y a vraiment besoin d'une prise en charge, en fait, c'est voilà, c'est comme si dire à quelqu'un qui a de l'arythmie ou qui a un cœur qui fonctionne pas bien, d'aller soigner lui-même son cœur, quoi. Enfin, c'est Bah ouais. bizarre, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement un cercle vicieux qui s'est installé que c'est. Alors, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, donc pour avoir plus de détails, il faudrait aller creuser. Mais en fait, notre biochimie à ce moment-là, elle est changée, donc on n'est pas capable, et c'est même hyper culpabilisant que quelqu'un nous dise allez, secoue-toi, parce que, enfin, même si on n'a pas conscience de là où on est, parce qu'on est vraiment très bas, et ben on se dit ouais, comme je me reconnais pas, quoi, j'aimerais bien faire des activités, reprendre mes loisirs, rigoler, je rigole plus, etc. Mais quand on dit secoue-toi, c'est compliqué. Donc oui, ce sont des symptômes. C'est pour ça quand il y a des symptômes comme ça, il faut pas hésiter à consulter des médecins. C'est même la première chose à faire,
Après, qu'on soit sophrologue ou autre, c'est un accompagnement, quelque chose en plus qu'on va faire, mais c'est important aussi d'avoir un diagnostic médical dessus, parce que parfois aussi, il va falloir passer par des médicaments ou par quelque chose. Donc, le tout, c'est d'arrêter de culpabiliser les gens, de connaître les symptômes, d'être dans l'accompagnement, la prévention et les guider après. Et ouais, voilà pour cette partie-là. Et moi, je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a une durée, par exemple, sur la phase 1, la phase 2 ou la phase 3, ou est-ce que c'est complètement aléatoire? Non, c'est aléatoire, ça dépend des personnes. Et puis souvent, quand on prête pas attention aux premiers symptômes, aux premiers signes, bah finalement, on sait pas. Et on pense souvent aussi que les gens qui font des burn-out, ce sont des gens qui sont faibles. Mais non, en fait, c'est justement, ce sont des gens qui ils vont prendre tout à bras le corps, qui vont vouloir que le travail, enfin que ce soit fait, que ce soit bien fait, qui vont pas vouloir que ça se reporte sur les collègues. Souvent, on entend les gens qui sont arrêtés pour burn-out, qui disent bah oui, ok, vous m'arrêtez, enfin soit non, ou soit ok, vous m'arrêtez, mais dans une semaine parce que je vais mettre mes dossiers à jour. Quoi. Quand le médecin dit bah non, non, là je vous arrête, c'est que ouais, ça va craquer, donc il faut arrêter. Quoi. En plus, comme tu dis, c'est des personnes là qui ne se rendent plus compte que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner et qui n'ont plus ce recul nécessaire, en fait. Ou alors, voilà, on leur dit stop, il faut vraiment s'arrêter. Ou alors, c'est le corps qui dit stop. Et là, pour des témoignages qu'on a vus, dont on parlait tout à l'heure, les gens n'arrivent plus à se lever le matin, ou ça peut être encore pire, un accident. Vasculaire cérébral ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment des trucs. Et souvent, le corps, c'est pour ça. Enfin, avec la sophrologie, on se reconnecte vraiment, on débranche le pilote automatique pour justement avoir accès à ça, parce que le corps, il nous envoie plein de signaux, et ça n'a rien d'ésotérique, parce que parfois, ça peut avoir euh, cette image-là, en fait, comme c'est pas quelque chose de très connu. Mais il y a plein d'autres pratiques. Hein. Je parle de la sophrologie parce que moi, c'est ma spécialité, mais voilà, ça va permettre d'être un peu plus à l'écoute de son corps. Voilà, quand on commence à avoir des douleurs au cou, par exemple, des choses comme ça, bah, c'est peut-être se poser la question, c'est pas seulement parce que j'ai dormi avec la tête de travers. Si ça fait 2, 3 jours, c'est peut-être aussi que, voilà, est-ce que j'ai pas un blocage, est-ce que je commence pas à me tendre? Et du coup, c'est vraiment être à l'écoute de tous les signaux que nous envoie notre corps. Il y a cette phrase aussi qu'on a entendu beaucoup. Alors moi j'ai entendu ça. Alors je sais pas si c'est notre génération, mais je pense qu'on a à peu près le même âge. Tu sais quand dans les années 90, quand on était enfant, arrête de t'écouter ou c'était un truc non, allez, ça va passer ou des trucs comme ça. Enfin moi je l'ai entendu chez moi, chez des amis, enfin en fait partout. Et est-ce que ça aussi, tu l'entends, tu sais, oh non, mais il faut arrêter de s'écouter, de toute façon, ça c'est... On se fait des histoires ou des trucs comme ça. Et ouais, ah bah, alors, ouais, bah, c'est clairement, oui, on l'a tous entendu, ça, Ok. heureusement, on l'entend encore aussi. Mais ouais, il y a un moment donné, c'est important de s'écouter. Alors après, jusqu'à une certaine... Enfin, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, il faut écouter les signes du corps parce que le corps, il nous parle, il n'est pas là que pour nous transporter d'un point A à un point B, quoi. Voilà, c'est toute notre machinerie à l'intérieur, enfin, c'est une machine fantastique. Le corps, c'est vraiment super bien fait et il nous envoie des signaux dans le quotidien qu'il faut écouter. Là où il y a une limite, c'est quand on commence à penser qu'on a tous Oui. les maux de la terre. C'est la limite. Mais oui, il faut savoir écouter les petits signaux. C'est pas anodin d'avoir une douleur dans la nuque, d'avoir mal à l'estomac alors qu'on n'a rien mangé de particulier. Oui. Quand Mm. ça dure, si c'est après un repas, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'était pas super net, mais si ça dure quelques jours, on se dit, ah bah tiens, est-ce que je suis pas contrariée? Donc c'est de faire un pas de côté et puis d'aller creuser qu'est-ce qui peut se passer en ce moment pour que je dorme pas bien ou j'ai mal à l'estomac ou mal à la tête ou alors que c'est pas habituel. Et alors ça me fait penser à une situation, enfin, qui n'est pas liée forcément au surmenage, mais du coup, comme on est entrepreneur, enfin, je pense que tu vas comprendre où je veux en venir, juste pour écouter son corps. C'est-à-dire que quand on est aussi dans une situation qui nous convient pas, dans notre métier ou dans notre quotidien, pro, alors c'est perso aussi, hein. Tu sais, je sais pas, par exemple, un rendez-vous avec quelqu'un, ça se passe pas bien, on a un petit peu le ventre noué, on sait qu'on n'est pas aligné avec ça, ou ça peut être, je sais pas, moi je l'ai déjà vécu il y a plusieurs années, une demande client, pareil, avec laquelle on n'est pas aligné. Puis en fait, tu sais, ça se manifeste dans le corps.
tu te dis, ou d'un coup, moi, je sais pas, j'avais mal à la tête, ou tu vois, des trucs comme ça. Et alors là, c'est pas du surmenage ou autre, hein, mais c'est vraiment des petites lanternes qui s'allument et qui font dire que là, il est temps d'écouter parce que sinon, ça se reproduit encore et encore, au risque de créer aussi une situation qui perdure. Je pense notamment avec un client avec lequel on n'est pas aligné. Euh, Bah, en fait, si ça s'installe, imagine, en fait, imagine, tu prends un rendez-vous client, enfin, tu prends un client pendant 3 mois, t'imagines, avec lequel, enfin, voilà, c'est pas franc du collier dès le départ, quoi. Bah, ça va être compliqué. Et plus ça va aller dans l'accompagnement, plus ça va se tendre, en fait. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah ouais, non, mais si, complètement. Parfois, je dis quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, Hmm. quoi. Ah, je Parce dis ça que, aussi. voilà, c'est que quand on commence à se dire, ouais, là, je le sens pas, mais parfois, vaut mieux dire non quand on le sent pas, et puis finalement, bah, on nous enlève un poids, même si c'est pas confortable à dire en même temps. Et puis même pour le côté pro, en fait, si on travaille avec quelqu'un ou sur quelque chose qu'on sent pas, bah, ça aura, je pense, une répercussion sur ce qu'on va faire, et puis au fil on sera pas aussi productif, on sera pas aussi performant, et finalement, la personne sera pas peut-être pas satisfaite aussi du travail qu'on aura fait parce que ça aura pas matché entre nous. Donc, mais oui, complètement. Là aussi, c'est écouter les signaux du corps. Ouais, ouais, si, ça se rejoint complètement. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, en première intention, dans les premières actions à mettre en place? Justement, si on détecte des symptômes comme ça, ce dont tu nous as parlé juste avant, dans notre vie, alors qu'on soit au pro ou qu'on soit dans le cercle perso. Alors, si j'avais moi juste une chose à dire, ce serait vraiment de prendre du temps pour soi. Ça veut pas dire des heures et des heures. Mais souvent, je prends la métaphore de l'avion qui se dépressurise. T'es avec toute ta famille dans l'avion, t'as tes enfants, t'as ton mari dans l'avion, la cabine se dépressurise, les masques à oxygène tombent. À qui tu mets le masque à oxygène en premier? Eh ben sur toi, parce que si tu t'oxygènes pas, tu veux pas aller aider les autres membres de ta famille. Bah, dans la vie privée, c'est pareil et professionnelle aussi. Et si tu t'accordes pas des moments pour recharger tes batteries, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour, 20 minutes, peu importe, mais une bulle pour toi, que pour toi, où tu vas recharger. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas une perte de temps de prendre du temps, c'est gagner du temps parce qu'on sera plus efficace, on pourra faire plus de choses parce qu'on a pris cette bulle pour prendre soin de moi, ouais, de soi. Donc c'est vraiment le, le number one, ça. Après, on va avoir aussi tous les conseils qu'on entend partout, mais qui sont essentiels, c'est prendre soin de son alimentation, prendre soin de son rythme de vie. Le sommeil, c'est hyper important. On n'imagine pas les répercussions que ça a sur le côté émotionnel, enfin surtout les 3 dimensions de l'être, de manquer de sommeil, donc c'est hyper important. D'essayer de garder une régularité aussi, c'est important dans nos rythmes de vie. Alors on peut avoir des extras, mais dans la mesure du possible, garder ça. L'activité physique, c'est pas forcément faire 3 heures de sport, ça peut être prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur si on n'est pas sportif, aller marcher après manger un quart d'heure histoire de s'aérer. Et le lien social, parce que c'est hyper important. Les humains sont des êtres sociaux, donc on a besoin en fait d'interagir. Et ça, c'est hyper important parce que ça va permettre de garder déjà un certain équilibre et de recharger nos batteries naturelles, ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de les rappeler, même si on nous les rabâche, mais c'est tellement essentiel. Et après, pour aller plus loin aussi, il y a tout ce qui va être pratique de pleine conscience, donc que ce soit la sophrologie, mais aussi la méditation. La cohérence cardiaque, ça, c'est des outils qui sont top pour appuyer justement sur l'autopause au quotidien. Il peut y avoir des choses qui sont très courtes, mais à un moment donné, on s'arrête, on respire, on calme son rythme cardiaque, on se concentre sur sa respiration. Et là, on se met dans sa bulle, en fait. Et juste quelques minutes par jour, eh ben, ça fait du bien. Après, on verra qu'on va grappiller petit à petit un peu plus de temps, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on y voit l'intérêt. Donc, commencer par petite dose et aller plus loin. Et après, sinon, il y a un travail de fond aussi qui est à faire, parce que ça, c'est vraiment les boutons pause pour le jour. Mais moi, ce que je propose souvent de faire quand il a une charge mentale hyper importante, c'est de prendre un temps pour se poser. On liste, allez, tout, mais vraiment notre to-do list. De toute façon, c'est un rendez-vous moi avec moi, donc on a honte de rien, on met tout noir sur blanc. Après, on sépare la sphère pro, la sphère perso, et on s'attaque pour commencer à une des deux.
Parce que si on veut tout changer en même temps, pour moi, c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec parce que c'est trop grand. Commencer par des petits pas, un pas un après l'autre. Puis, donc, si par exemple, on prend la sphère perso, et ben, on va se dire, OK, bah, dans cette partie-là, ma to-do list, sur quoi je peux agir et sur quoi je peux pas agir. Ce sur quoi je peux pas agir, ben, on va utiliser des outils d'organisation comme la matrice d'Eisenhower ou des choses comme ça. On va voir ce qui est urgent, important, mais ça, on laisse de côté. Sur ce sur quoi on peut agir, on va se demander pourquoi je contrôle ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai besoin de... Qu'est-ce que ça cache en fait, ce besoin de contrôle absolu? Pourquoi je délègue pas? Est-ce qu'il y a une peur ou un besoin qui est caché en dessous? Et en fait, on va aller creuser ça pour trouver des solutions. Par exemple, si tous les matins, je prépare les vêtements et les cartables de mes enfants, et ben pourquoi je prépare ça? Est-ce que je peux pas leur demander de préparer? Est-ce que c'est parce que j'ai peur qu'ils soient en retard, qu'ils oublient un truc? Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé dans... Enfin voilà, c'est vraiment d'aller chercher un questionnement un peu plus lointain et de poser une petite action en se disant, OK, bon, bah, pour m'enlever un petit peu de charge mentale, et ben à partir d'aujourd'hui, c'est pas moi qui fais les cartables, c'est mes enfants parce qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités et au contraire, ça leur servira. Donc, c'est de leur dire, eh ben, ce soir, vous préparez avant de vous coucher vos vêtements et votre cartable. Et moi, ça m'enlève cette chose-là. C'est déjà une réussite, ça. Et petit à petit, d'avancer comme ça. Et après, on va pouvoir aller creuser un peu plus. Mais ouais, c'est déjà des petites pistes. Et puis de se mettre en mouvement, une fois qu'on a posé les choses, de se mettre en mouvement. C'est important le mouvement. Très très important. Parce que dès lors où on va retourner marcher, rien que ça, ou comme tu disais, prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, bah, ne serait-ce que ça, notre corps fait un exercice, enfin voilà, et du coup notre cerveau se libère pour autre chose. Et ça, c'est hyper puissant, vraiment. Ah ouais, après, ça aide dans tout, ça aide dans la concentration, dans l'intégration des nouveautés, enfin plein, dans tout. Ouais. J'ai une question qui me vient en t'écoutant. Qu'est-ce que tu penses des Miracle Morning où justement on va nous dire, on va nous suggérer de mettre plutôt l'activité à 5 heures du mat parce que ça passe pas dans le planning et que c'est intéressant pour bien commencer la journée, etc., etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais. Alors, ce que j'en pense, c'est déjà c'est un il faut que. Alors quand c'est il faut que, c'est pas toujours très bon parce que tout convient pas à tout le monde. Pour les gens qui ont besoin de peu de sommeil, bien que, enfin moi j'insiste, le sommeil c'est hyper important, donc 5 heures par nuit c'est pas assez, quoi. Faut dormir plus. Mais il y a des gens à qui ça va et c'est très bien si ça va, ça permet de lancer leur journée, ils font leur activité physique et voilà. Mais je pense que chacun doit se coller. Moi, personnellement, je peux pas faire ça parce que le matin, moi, j'ai besoin d'y aller, enfin voilà, par étapes. Le sommeil, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je me vois pas grappiller une demi-heure ou une heure de mon sommeil pour faire ça. Donc, enfin, le sport ou les choses comme ça, je le ferai en dehors de ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment chacun doit voir par rapport à son rythme et pas s'imposer. Si c'est pas confortable, c'est pas le but, quoi. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais je pense pas que ça doit être une généralité que tout le monde ouais, doive avancer son réveil pour la morning routine. Pour autant, les routines, ça peut avoir quelque chose de bien pour se mettre en mouvement, justement. Oui, on peut se lever à 10 heures le matin et faire une routine du matin à 10 heures. Voilà. Oui, oui. C'est intéressant qu'on parle de ça aussi dans le sujet du jour parce que on entend quand même à droite, à gauche, bah, si ça passe pas dans ta journée, fais-le passer le matin et tu verras, c'est les 2 heures magiques. Enfin, moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, hein. Et puis, il y a des fois, peut-être dans l'année, ça passe parce qu'on est en forme, que dehors, voilà, il fait jour plus tôt, etc. Et que le rythme aussi s'adapte. Mais il y a d'autres moments où, comme tu dis, c'est pas forcément possible et pas forcément souhaitable. Mais ce que je retiens de ton partage, c'est que le sommeil est fondamental et que et finalement, c'est la chose à faire passer en priorité. Déjà, de bien dormir, de Ouais, préserver ça.
C'est hyper important parce que pendant le sommeil, il se passe plein de choses. Mm. Notre corps se régénère, notre cerveau, il fait, enfin, grossièrement, mais il fait le tri dans les informations. Ça va permettre aussi, si on a quelque chose d'un petit peu difficile dans la journée, bah, ça va permettre de le digérer. Le cerveau, il va faire tout ça pendant qu'on travaille. Le sommeil, c'est hyper important pour régénérer le corps et les émotions. Et c'est malheureux parce qu'on voit plus on avance dans le temps, moins on dort alors qu'on a besoin de dormir, quoi. C'est essentiel. Et le manque de sommeil, si on était privé de sommeil, on deviendrait fou. Enfin, on pourrait pas vivre sans sommeil. Donc c'est pour ça, c'est après, chacun doit aussi respecter son rythme. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes de sommeil. Et ça, faut être OK avec ça et se dire, bah, OK, si je peux pas mettre 2 heures le matin, bah, à quel moment je peux déjà glisser une demi-heure peut-être pour commencer. Et puis après, j'y aurais pris goût, donc bah, j'arriverai peut-être plus facilement à glisser 1 heure parce que je me dis qu'une autre tâche, bah, ce sera peut-être pas, au lieu de scroller sur mon téléphone ou voilà. Comme j'aurais eu plaisir à prendre du temps vraiment pour moi, ben, je prendrais ce temps-là pour faire 1 heure d'activité. Mais pas à mon sens, pas d'injonction à se lever le matin parce que c'est idéal pour le calmer et pour le caler, quoi. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'était très très riche. Vraiment là, j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez bien, bien pris ce qui vous correspond surtout pour commencer à mettre en place ces petites actions. Anne-Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bien sûr, si on a besoin, on peut te contacter parce que tu exerces aussi à distance. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, là, je suis en train de préparer vraiment un accompagnement à distance parce que j'ai voulu dans un premier temps sécuriser en présentiel, en cabinet. Et là, je veux l'étendre au distanciel parce que j'intègre en plus le développement des compétences psychosociales donc pour apprendre à bien se connaître, à gérer ses émotions, son stress et puis à mieux interagir avec les autres. Et donc, pour me retrouver, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je suis essentiellement présente sur LinkedIn, Anne-Sophie Garcia. Sur Facebook aussi un petit peu moins, mais j'y suis. Et puis, vous pouvez me contacter par mail à asg.sophrologue@gmail.com. Et pas hésiter si vous avez des questionnements ou voilà, hein, ça peut être aussi un petit appel découverte si vous voulez déjà échanger sur des petites choses, mais ouais, voilà. Je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour que les gens puissent aller te suivre et te retrouver, parce qu'en plus, tu partages des articles et des posts sur LinkedIn qui sont vraiment intéressants. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci d'être venu nous partager tout ça. C'était vraiment très riche, très important. Et j'espère, mesdames, messieurs, chers intuitifs, que ça vous a sensibilisé au sujet et surtout, parce qu'on l'a dit au début, mais je pense qu'on va clôturer là-dessus, si vous vous sentez fragile sur un de ces sujets-là, ne restez pas seul et allez consulter votre médecin. Alors déjà, avant tout, tu l'as dit hein, tout à l'heure, le médecin de famille. Le médecin de famille, ça reste le premier, Voilà. le premier. Et j'ai même envie de dire que tout ce qui est sophrologie, etc., faudrait presque le faire quand tout va bien, quoi, pour être encore plus à l'écoute de son corps. Mais s'il y a un souci, la première attention, c'est le médecin, ouais, bien sûr. Et après, de mettre en place avec le professionnel bah, tout un accompagnement autour et de pouvoir ensuite bah, entamer une démarche avec toi ou d'autres pratiques dont on a parlé aussi. Mais voilà, c'est un peu le chemin. Donc surtout, ne restez pas seuls, chers amis, si vous, si vous sentez une fragilité à ce sujet. Mais vous pouvez aussi aller en parler avec Anne-Sophie puisque on mettra ton lien et puis ça permettra de rebondir après l'épisode pour les gens qui veulent échanger avec toi. Ouais. Bah, merci beaucoup, Cécile, pour ton invitation et ce moment de Avec grand plaisir. partage. Avec grand plaisir. Bah, on vous dit à bientôt et passez une très bonne semaine. Bye bye.